Bienvenue au Femme Potential Studio. Donc, je suis hyper contente de vous accueillir aujourd'hui avec moi ici. Donc, pour parler du coup de la conscience d'une identité sociale. Donc, c'est un sujet en plus qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Sephora et Linda quand vous êtes venus la première fois au studio. Farah, comme je te disais, j'ai trouvé ton profil sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu'on avait des parcours très similaires, des parcours différents, mais des trajectoires très très similaires. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire en sorte que ces jeunes femmes se rencontrent pour parler du coup de cette fameuse construction de l'identité individuelle. Donc, ce qu'on pourrait faire pour commencer, c'est que vous pouvez déjà essayer de vous définir, enfin, comment vous vous définiriez, en fait, 3 adjectifs que vous trouvez qui vous correspondent bien. Par exemple, si je commence, moi, je me dirais, écoute, moi, je m'appelle Anita, j'ai 28 ans, je suis quelqu'un d'assez fédérateur, aventurière, et j'adore organiser des événements et faire que les gens se rencontrent. Moi, je m'appelle Linda, j'ai 21 ans. Je suis très curieuse, un peu touche à tout, polyvalente. Du coup, je suis artiste, peintre, sculptrice, donc créatrice de bijoux aussi. Et puis, je suis très curieuse aussi des questions de l'identité, de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Parce que tu as étudié de la socio aussi. Ouais, j'ai une licence de sociologie. Donc tout ce qui est trajectoire sociale, reproduction sociale, c'est ce que j'ai étudié pendant 3 ans. Donc voilà. Moi, du coup, je suis Sephora, j'ai 22 ans, je suis étudiante en lettres et arts. Et voilà, j'aime l'artistique. J'ai un rapport qui est assez... le rapport humain, il est assez important pour moi. Et je suis d'origine arabo-maghrébine. Et voilà. Moi, je suis Farah, j'ai 30 ans, je suis journaliste et je dirais que pour rejoindre Sephora, j'ai un lien très fort avec l'humain et l'autre. Et les mots qui me viennent un peu en tête, si je dois me situer humainement, on va dire, c'est l'empathie, la spontanéité, mais aussi du coup le côté irréfléchi. Et puis, je crois à l'écoute. Voilà, c'est un peu mon sens. Donc, si je rentre du coup dans le vif du sujet, dans quel milieu vous avez évolué? Donc, ça peut être le milieu familial, le milieu scolaire, quels environnements vous avez été amenés à côtoyer durant votre vie? Et comment ça a eu par la suite un impact sur la construction de votre identité individuelle? Moi, j'ai grandi, je suis née au Lilas, donc en banlieue parisienne, et j'ai grandi dans le 20e arrondissement avec mes 2 parents et ma sœur, donc famille nucléaire. Voilà, un peu classique, on va dire, hétéronormée. Mes 2 parents, enfin mon père était kabyle et ma mère est d'Alger, donc j'ai vraiment cette double culture arabo-berbère, mais j'ai quand même plus le côté, je dois dire, arabe, enfin nord-africain. Parce que mon père avait un rapport très compliqué avec l'Algérie, donc c'était l'immigration des années 40-50, c'était encore une autre histoire. Et j'ai grandi donc avec l'arabe très présente comme langue à la maison, pas du tout le tamazigh, donc c'est vraiment arabe, et aussi le français. Et très vite, en fait, mes parents, donc, comme j'ai 30 ans, c'était au début, milieu des années 90, mes parents m'ont mis dans une école privée dans le quartier parce qu'à l'époque, c'était un peu les on-dit, donc en fait, le fait de grandir dans l'Est parisien, maintenant, ça paraît être une aberration de dire ça, mais en fait, si on allait dans le public, il y avait ce côté un petit peu ce qui se disait entre les personnes issues de l'immigration, qui avaient un tout petit peu de moyens, on va dire juste, je dirais que mes parents étaient classe moyenne. Et c'était donc, à partir du moment où tu mets tes enfants dans l'école publique, il va y avoir un risque ça va être compliqué. Et puis par ailleurs, le français à parler à la maison n'était pas non plus 100% correct. Donc il y avait vraiment cette volonté de nous mettre dans un environnement, ma grande sœur et moi, très plus encadré, ce qu'on associe beaucoup à l'école privée. Voilà, et donc j'ai un petit peu toujours eu cette vie assez, moi j'appelle ça schizophrénique, c'est peut-être très fort, mais entre un environnement à la maison, on va dire, vraiment populaire, double culture, et en fait, le fait d'être, disons-le, la seule rebeu de l'école depuis toujours, jusqu'au moment où je suis arrivée au lycée. Je suis restée en privé, mais je suis allée dans un autre quartier, enfin ça a beaucoup changé.
Donc ça a clairement, je pense, on en parlera plus tard, mais ça a clairement... Mais on en parle Oui, parce que c'était la nécessité même d'être un caméléon. En fait, de s'adapter, de toujours... en fait, toujours c'est un peu cette charge mentale très jeune, de comprendre que, en fait, t'es pas tout à fait comme les autres, mais t'as pas encore les capacités intellectuelles et l'héritage social, et en fait, t'es juste petite, quoi, qu'il faut t'adapter sans cesse. Écoute, moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans mon parcours. Donc moi par contre, je suis née en Algérie, donc en 1999. Je suis venue en France à l'âge de 3 ans avec mes 2 parents. Du coup, ma mère parlait pas français, donc on a appris un peu en même temps, et moi par le biais de l'école. J'ai grandi dans le 92, donc à Vaucresson. J'ai fait les 10 premières années de ma vie là-bas, et ensuite je suis allée dans le 78. Donc vraiment, quand j'étais dans le 92, c'était pareil, j'étais un peu la seule arabe de l'école. Et du coup, en fait, je voyais un peu cette espèce d'effet caméléon, en fait, où à la maison, je voyais qu'il y avait un milieu beaucoup plus populaire, alors que quand j'étais à l'école, c'était un autre milieu, en fait, qui était... Après, je sais pas si on va revenir dessus par la suite, mais j'ai ressenti mon effet caméléon au niveau du milieu social, en fait, en lui-même, parce que du coup, à l'époque, mon père travaillait à la mairie, il était jardinier, et ma mère, elle était femme de ménage. Et en fait, on habitait dans un studio derrière, en fait, une grande villa, en fait, donc de la dame chez qui on travaillait. Donc c'était vraiment... et en fait, à l'époque, tous les enfants avec qui j'étais à l'école habitaient dans le quartier. Ils avaient tous la maison, la piscine, enfin c'était tout le monde était comme ça. Et donc moi, je faisais croire aux gens que j'habitais là, alors qu'en fait, j'étais dans le petit studio derrière. Donc je sentais quand même cet écart, en fait, malgré mon âge, malgré mon jeune âge, je voyais quand même que j'étais pas tout à fait pareil que les autres de mon âge. Donc ça créait aussi un fossé. Et à la maison, c'était la même chose, je parlais arabe. Donc j'ai beaucoup appris le français à l'école. Et puis il y avait cette volonté de m'intégrer, mais quand même cette espèce de double culture au final que j'avais à gérer entre les deux. En fait, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit parce que pour le coup, moi, il n'y a pas du tout eu ce truc un peu schizophrénique et vraiment ce besoin de s'adapter à chaque situation, à chaque milieu. Parce que du coup, moi, je suis née en Seine-et-Marne. J'ai toujours grandi dans la même ville, à Roissy-en-Brie. J'ai vécu du coup principalement avec ma mère, parce que mon père est parti quand j'étais très jeune en primaire. Mon père est égyptien, il est né en Égypte, et ma mère elle est née en France, mais elle est moitié algérienne, moitié marocaine. Du coup déjà rien que sur ça, j'ai vraiment... En fait c'est parce que tu vois tout à l'heure quand tu as dit entre arabe et berbère, genre moi je le sens encore plus parce que pour le coup mon père qui est égyptien, c'est vraiment la culture arabe, la langue arabe, et la famille de ma mère, c'est vraiment, ça parle le Derija en fait, donc du coup ça parle pas du tout le Tmazir ni rien, mais c'est vraiment deux cultures opposées, qui sont pas forcément voilà. en lien. Et du coup ce que je voulais dire c'est que en fait du coup j'ai vraiment grandi dans cette ville, et dans cette ville c'est vraiment la classe moyenne populaire, et moi j'habitais dans cette ville, dans un quartier populaire. Et du coup, toute ma scolarité, elle s'est faite dans un milieu populaire. J'étais qu'avec des gens qui avaient à peu près la même richesse que moi, voilà. Papa qui est pas là, maman endettée, ce genre de trucs, collège en ZEP. Enfin voilà. Et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment... j'ai pas eu en fait à avoir cette schizophrénie et ce truc du caméléon. Et... en fait, je trouve ça du coup très confortable, mais en même temps, je sens que ça me porte préjudice parce que depuis que je fais mes études supérieures et que du coup je suis confrontée à la vie parisienne, vraiment je vois qu'il y a vraiment un monde auquel j'étais jamais confrontée et que j'étais vraiment dans cette bulle hyper choyée en fait. T'as pas tous les codes encore, tu les découvres au fur et à mesure. Maintenant j'ai l'impression que je les ai, mais que en fait j'ai pas envie de faire cet effort et que ça me coûte. Je ne vois pas. Tu te reconnais en fait dans ce milieu au final? Je me reconnais pas, et du coup en fait quand j'ai commencé tu vois, l'année juste après le bac, je voulais justement trop avoir ces codes et justement vraiment être capable de m'adapter et tout ça. Après c'est normal, je trouve qu'il y a aussi un fantasme quand tu passes de la banlieue à Paris,
t'as cette idée en fait de l'ascension sociale et De en fait ouf, t'as cette d'en idée faire que trop, tu au vas final. C'est vraiment ça, c'était vraiment une désillusion en fait. J'étais persuadée que vraiment j'allais être la transfuge de classe de la famille, vraiment j'allais passer de ça à ça et tout. Et au final, je me suis rendu compte vraiment que c'était éreintant et qu'en fait, je suis plus à l'aise en fait d'être entourée par des gens qui ont le même background que moi, quoi. Mais du coup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, c'est comme Linda et Farah, et je pense que c'est plus comme Farah. J'ai toujours été obligée d'être caméléon. Parce que tu vois, moi, je suis dans le 15e arrondissement. J'ai été scolarisée pendant toute ma scolarité, genre de la primaire au lycée, dans le 15e arrondissement. Mais comme tu vois, je voulais pas justement perdre mes amis du 15e, on a déménagé très très vite dans le 20e arrondissement, mais j'ai dit à mes parents que je voulais rester dans le 15e arrondissement parce que j'avais pas justement envie de refaire tout ce travail qui était du coup de se refaire de nouveaux amis. Mais du coup pareil, tu vois, en fait quand t'es caméléon aussi pendant très longtemps, tu vois aussi des choses que tu comprends pas forcément. Par exemple, moi les gens de mon lycée, on va dire que 90% étaient privilégiés blancs. Tu vois, par exemple, genre les gens racisés, sur peut-être 15 ans de scolarité, il y avait peut-être 4 noirs, mais encore une fois, c'était aussi des noirs assez policés parce qu'ils étaient adaptés, tu vois. Même pas forcément assimilés, c'est juste qu'en fait, ils avaient grandi dans le 15e arrondissement, mais du coup, ils connaissaient aussi parfaitement les codes. Mais tu vois, c'était même par rapport aux activités extrascolaires, comme on parlait la dernière fois. Tu vois, tous tes amis, du coup, qui vont le mercredi au musée. Ils faisaient du poney, ils faisaient il y avait des enfants qui faisaient du golf. C'est ça, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que si je fais pas ces activités, j'aurais un peu cette sensation de miss out, tu vois. Genre, il y a des choses que je vais pas comprendre, certains délires, je vais pas comprendre. Et c'était aussi, tu sais, cool de pouvoir dire que, après l'école, le mercredi, tu fais aussi des activités, comme aller à la piscine, faire de l'équitation, faire du basket, il y a des trucs qui coûtent beaucoup d'argent, tu vois. En fait, dès le plus jeune âge, c'est ça qui est ouf, je trouve, c'est que même les enfants ont intégré les codes et en fait, si toi, en tant que, je sais pas, âgé de 8-9 ans, tu dis que ton mercredi après-midi, tu le passes aller, par exemple, je sais pas, devant la télé, c'est ça. ou que t'es chez toi parce que ta mère elle bosse à la maison, enfin tu sais pas, ou ton père, et que tu peux pas, t'as pas moyen t'as pas d'échappatoire possible, t'as pas d'activité extrascolaire, en fait déjà de fait, on projette un truc sur toi, genre d'enfant à enfant, et c'est fou quand même. Et t'essaies toujours de l'éviter. Et en plus, on le voit en fait quand on est enfant, parce que je pense que je suis pas la seule, mais beaucoup d'enfants, quand on me demande qu'est-ce que font nos parents, moi personnellement, je sais que je ressentais une gêne à l'idée de dire que ma mère, elle était femme de ménage, alors que j'étais petite en soi. On peut se dire que c'est des choses qu'on intègre après, mais en fait, c'est dès le plus jeune âge. Nos parents nous disent, en fait, on intègre que tel ou tel métier est légitime et valorisant ou non. Et donc on est confronté à ces inégalités dès le plus jeune âge. C'est ça. Et en plus, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on est tout le temps, en fait, dès le bas âge, on a surenchère. Parce qu'en fait, tu sais que tu dois, c'est comme tu disais, Farah, c'est qu'en fait, tu sais que tu dois être parmi les meilleurs, tu dois être différent, tu dois tout le temps te faire plus. Voilà, c'est ça, en fait, te distinguer par tes résultats scolaires, par ce que tu fais, ta manière de t'exprimer. Donc, on voit bien, en fait, que finalement, t'es pas moins que les autres, en fait, tu vois. Moi, je sais que moi, j'avais quand même pas mal de caractère et j'étais par exemple un enfant qui était très dissipé. Donc, je faisais beaucoup de désordre en classe. Donc forcément, je n'atteignais pas les clichés. J'étais tout le temps obligée de surenchère. Tu vois, moi, je sais que les gens dans le 15e, c'était Ray-Ban, Canada Goose, Jacques Gérard Darrel. Et tu sais, c'était une façon d'être, tu vois, genre très nonchalante, une manière de s'exprimer, tu vois, qui pouvait être agaçante pour des gens qui ne faisaient pas partie du milieu. Et en fait, moi, je dis, je fais pas l'argent, j'ai des Ray-Ban, des Canada Goose. Enfin, là, tu sais, tout ce que je viens de te dire, on est déjà sur du 2000 balles, tu vois. Et en fait, je me suis dit, en fait, il va falloir que je crée mon style, tu vois. Et du coup, tu vois, tu compenses, en fait. Tu compenses avec d'autres trucs. Donc, tu essaies de créer un style assez original. Tu essaies de créer une personnalité, tu vois. Mais du coup, t'es pas vraiment toi-même. Parce que, tu vois, je pense que quand t'es enfant, t'as envie d'être vulnérable aussi, tu vois. T'as pas envie d'être tout le temps dans la surenchère ou montrer que t'es plus que les autres ou avoir une espèce de carapace, tu vois. C'est grave marrant ce que tu viens de dire parce que moi vraiment c'était pas du tout ça. Là je pensais vraiment au collège, mais quand tu disais par rapport à la manière de parler, pour moi c'était vraiment le contraire. C'est en mode, tu vois, t'es une meuf arabo-maghrébine
était un petit langage un peu, et ça me disait ouais, tu fais trop la meuf francisée, t'es une haki, parce que je parlais genre trop bien français. Et du coup, là, quand tu disais par rapport aux vêtements qu'il y avait ce truc vraiment de flamber, enfin, nous, c'était vraiment le contraire, en fait. Je me rappelle que du coup, au collège, il y avait vraiment... donc, tu sais, ça fonctionnait vraiment par quartier, mais on savait qu'il y a un quartier qui s'appelle les Sapins, mais on savait que les gens des Sapins, c'était eux qui portaient du Abercrombie et du Hollister. Mais en vrai, ça les regardait grave comme ça. Vraiment, il y avait 90% du collège qui les regardait vraiment sur le côté. Et tout le reste, c'était super stylé d'avoir des fake Baby Milo du marché, avec vraiment des trucs... En fait, pour le coup, la norme, c'était vraiment d'être de milieu pop, quoi. Parce que c'était une majorité, du coup. Ouais. Donc ça joue beaucoup. Ouais. Quand t'es là, le petit canard, tu vois, genre on le voit directement. Ouais. C'est clair. Est-ce que vous diriez du coup que votre identité individuelle est contrainte ou déterminée par l'identité collective? Quand j'étais... moi, en fait, je sais qu'au niveau de mon effet caméléon, je l'ai ressenti aussi par rapport à la manière dont j'étais perçue par les autres. Donc, je sais que j'ai un certain white passing. Du coup, quand j'étais avec des blancs, certains pensaient que j'étais blanche. Du coup, en fait, j'étais un peu dans cette double position où, en fait, chez moi, du coup, j'étais arabe. Du coup, j'ai pas précisé aussi, mon père est kabyle et ma mère est algérienne. Donc, pour le coup, chez moi, on parle arabe derija. Mais je sais pas, j'ai pas de lien avec... je sais pas parler kabyle. Du coup, par la suite, quand j'ai fait mes 10 années dans le 92, je suis allée dans le 78 et là, il y avait un peu plus de diversité, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, justement, j'affirmais beaucoup plus mon identité. En fait, je disais aux gens, oui, je suis algérienne, je suis kabyle, et du coup, je devais faire mes preuves dans les deux camps, en fait. C'est un peu ça la dualité du truc. Quand j'allais voir des maghrébines, je devais parler arabe, en fait, dire que non, en fait, j'étais pas une vendue, que j'étais pas francisée, que je savais parler arabe, que j'avais un lien avec ma culture. Et il y a ce truc de devoir prouver aux autres que tu fais partie d'eux alors que t'es pas censé le faire, en fait. Et que je pense que c'est très lié au final à là où tu as grandi, et le fait d'avoir grandi du coup avec des blancs, ça m'a mise ensuite, quand j'étais avec plus d'arabes, dans la case de mais toi t'es une meuf francisée. Et le fait de passer pour une blanche physiquement, ça jouait aussi sur ça, alors que ça je ne contrôle pas en soi. Ouais, mais en gros, t'as un white passing qui est plus important que certaines c'est ça. personnes. Mais en plus, je trouve que s'ajoute à ça les moments où tu vas au bled. L'été, pour ceux pour qui c'est le cas, moi je sais que je suis allée en Algérie tous les 2 ans jusqu'à mes 14 ans. Et depuis, j'y vais quasiment plus, mais voilà, c'est en cours de réconciliation avec le pays. Histoire compliquée, mais tu as aussi à ça, en fait, l'accueil des gens sur place, où là, vraiment, t'es immigrée. T'es une européenne. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est complètement, franchement, c'est schizophrénique pour le coup, parce que t'es vu avec, un white passing, alors que tu l'as, moi dans mon cas, je l'ai pas, je pense. Et c'est ça, c'est en fait, t'es l'européenne à tous les niveaux, et donc t'as à la fois cette dualité ici, en France, dans le pays dans lequel on vit, plus ou moins à des moments de ta vie, l'adolescence, quand t'es jeune adulte et tout, et aussi ça là-bas. Donc c'est vrai que, et puis aussi dans l'enceinte de sa famille, selon, je sais pas, il y a aussi, en fait finalement, être kabyle et que ta mère soit algérienne, arabe, en fait c'est un couple mixte aussi. Donc tu peux aussi avoir ce lien, non c'est vrai, j'en parle même pas. Voilà, donc t'as encore en plus toutes ces questions-là dans l'enceinte même de la famille, peut-être des grands-parents, des tantes et tout. Franchement, je pense que c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais franchement, à mon avis, ça forge une certaine, pour revenir à ta question, finalement, ça te permet d'être quand même super, de t'adapter, d'être ouvert d'esprit, d'être flexible et d'avoir aussi une intelligence, je pense, sociale. C'est vrai, mais après, est-ce que on a certes une intelligence sociale, mais est-ce que tu trouves que ça t'enclave pas en fait à certains moments? Parce que cette intelligence sociale, toi tu l'as, mais du coup il y a beaucoup de gens, et j'imagine que même si tu vas par exemple dans des quartiers plus populaires en France, on va aussi te renvoyer justement ce côté de Babtou, de Bounty, tu vois, genre quelqu'un qui est pas réellement en fait qui elle est, parce que tu vois, t'as l'école justement des gens que tu fréquentes. Et puis parfois, à force, je trouve, d'être dans une
dans une démarche de caméléon, on en vient à un mimétisme constant en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est dangereux en fait. Parce qu'on se dit, en fait, on est dans une espèce de people pleasing, tu vois, où tu veux juste en fait correspondre parce que du coup, tu as intégré le truc que quand tu vas dans ce milieu, tu dois être comme ça, quand tu vas là, alors qu'en fait, non, quand on sort de toutes de nos sphères privées et qu'on est à l'extérieur, on peut montrer qui on est dans la différence en fait. On n'a pas besoin d'être, donc là, je mets cette casquette-là parce que la personne n'a pas décidé comme ça. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'était la 4e question. Avez-vous vécu un manque de repères, un rejet ou des difficultés à créer du lien de par votre façon de vous affirmer. Et en fait, c'est comme tu dis, qu'à un moment donné, t'as tellement la possibilité de comprendre tellement de gens, tellement de façons de faire, tu vois, qu'à la fin donnée, bah, tu vas toujours conforter en fait les gens dans leur façon d'être, dans la façon même de t'aborder. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, tu peux comprendre tellement de gens mais toi, personne ne te comprend, tu vois. Genre, à un moment donné, il n'y a pas un moment où on se dit, bah écoute, c'est vrai, Farah, elle comprend tout le monde et tout, Linda comprend tout le monde, mais à un moment donné, qui elle est vraiment, tu vois. Ou est-ce qu'elle aime vraiment ça, ou est-ce que c'est plus... Parce qu'en même temps, tu vois, ça devient aussi en fait un privilège et en même temps un fardeau dans le sens où tu comprends plein de choses, tu vois. Donc tu sais qu'en même temps, tu n'as pas forcément envie. Il y a un peu un phénomène d'aliénation, je trouve, parce que c'est quand même agréable d'être apprécié. C'est ça, c'est exactement le piège en fait. Même si c'est pas ce que tu cherches, quand on te valide, bah, c'est toujours quelque chose d'agréable. Donc du coup, tu vas pas aller à l'encontre de ça, tu vois. Et ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, qu'aujourd'hui, tu n'as même plus envie de faire l'effort de t'adapter. Moi, je le fais plus aujourd'hui, mais ça m'a... Parce qu'en fait, il y a tellement de traumatismes en fait, qui sont nés de tout ce truc, de ce switching, tu te perds. Quand tu te perds même plus, tu sais même pas quitter, en fait, tu vois. Donc c'est pire, c'est que tu t'es jamais perdu, tu n'as jamais pris la peine de construire, parce que soit tu étais dans la performance, soit tu es dans l'adaptation, dans l'assimilation, tu vois, donc au final tu sais pas vraiment qui t'es et ça devient, je pense, un vrai problème sur le long terme. Après, pour moi, c'est le côté négatif. Mais justement, là, le fait qu'on en parle, qu'on soit toutes les 4 réunies aujourd'hui, de fait, on a une parole quand même libérante dans une safe place, clairement. Mais est-ce que vous avez... Là, tout ce que vous avez sur le cœur, vous l'avez déjà partagé à des gens qui vous entourent, des amis genre, qui sont radicalement différents et est-ce que c'est entendu, justement, ce côté fardeau? Quand l'occasion de parler de là, par exemple, j'ai revu une amie justement que j'avais perdue depuis longtemps. Et en fait, justement, on s'est éloigné aujourd'hui parce que j'avais ce côté genre trop pleasing, tu vois. Donc j'avais toujours cette espèce de casquette de la fille qui comprend tout, qui est assez forte, c'est pas très compliqué. Même, tu vois, les gens, quand ils me perçoivent aujourd'hui, peu importe le milieu, ah mais de toute façon toi c'est facile. C'est ça, en fait tu viens de Paris, ouais mais toi tu viens pas de Paris mais toi t'es plus endurante, tu vois, je suis bah en fait c'est ça. Non. Puis je trouve qu'en fait au final c'est plus difficile de montrer sa vulnérabilité quand on nous a déjà collé cette étiquette en fait. C'est ça. Mais de toute façon toi t'es forte, toi tu sais, toi tu peux. Des fois tu peux parler un peu de choses que t'as pu vivre et on me dit mais de toute façon t'es trop forte, enfin des choses comme ça et au final tu peux pas en fait montrer ta vulnérabilité ou dire juste que tu souffres par rapport à des choses, c'est pas, tu n'as pas l'espace pour en fait. C'est ça. Mais moi justement c'est vraiment devenu en fait une nécessité que de me revendiquer dans toutes mes identités et parler de ces problèmes-là, surtout à des gens qui ne sont pas confrontés à ça. En fait typiquement toute ma promo de ma licence là, en fait on est allé 2 personnes racisées. On est genre même pas 2 personnes racisées. Et du coup, c'est vraiment important pour moi que de dire en fait à quel point c'est compliqué tout ça. En fait, je sais pas, mais c'est un peu ce truc où... Je sais pas si quand vous étiez jeune, vous avez beaucoup ce truc où tu sais que tu peux pas réunir tous tes groupes d'amis parce que ça représente des facettes de ta personne qui sont complètement morcelées et hétérogènes. Et du coup, j'ai l'impression que pour réunir ça et pour être une personne entière aujourd'hui et intègre, j'ai besoin d'en parler et que chaque personne, même si c'est des milieux différents, plein de trucs différents et tout, en fait, sache que je suis tout ça et que je suis confrontée à tout ça et qu'il faut qu'elle le prenne en compte et qu'elle s'adapte à tout ce que moi je suis. Genre. Exactement. D'accord aussi, c'est... En fait, les fréquentations aussi changent avec le temps et si je dois voir mon cercle d'amis maintenant comparé à il y a quelques années, je vois quand même qu'il y a une nette différence. Et quand tu avais posé la question à Anita, non, c'était toi, pardon, Farah, qui avait demandé si on en avait parlé avec les gens autour de nous. Personnellement, non, en fait, parce que je vois la barrière est trop grande, en fait.
Je sais pas comment expliquer ça. Après, certes, la barrière existe, mais c'est aussi dans ma tête. Donc il y a des deux. Parce que après, on peut pas non plus prédire absolument tout. Peut-être que les gens peuvent comprendre, mais il y a des personnes avec qui tu seras plus à l'aise parce que justement, tu vois en eux des choses qui correspondent plus à ta personne quand tu arrives à montrer en fait des facettes de toi. Des personnes te mettent à l'aise. Tu vois que t'es pas obligé de te limiter à ce qui pourrait juste leur plaire en fait. Donc après, je pense que ça joue énormément aussi avec le temps et les fréquentations en fait. Et puis l'entourage aussi que tu as, tu vois, genre si tu as un entourage assez bienveillant pour comprendre finalement que tu as plusieurs entités dans ta personnalité, je pense que tu t'affirmeras avec beaucoup plus de facilité aussi. Beaucoup. Et aussi du coup de parcours personnel parce que même si on a un entourage hyper bienveillant, si on n'a pas fait ce parcours avec nous-mêmes, on ne pourra pas en parler.